Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Et cette semaine, on est en été, c'est un peu plus calme. Je tente aussi cet été de faire des épisodes un peu différents, donc je vous propose d'accueillir de nouveau, puisque c'est pas la première fois qu'on accueille Juniper sur le podcast, mais voilà, Juniper à mes côtés, qui va m'aider pour couvrir un petit peu les actualités de cette semaine. Donc du coup, Juniper, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quelles étaient les grosses actus de cette semaine, même si on sait que l'été c'est souvent un peu plus calme? Oui, c'est vrai que l'été est un peu plus calme, mais on a quand même eu quelques actualités intéressantes. Par exemple, OpenAI a annoncé que GPT-5 pourrait sortir dès le mois d'août, ce qui est assez énorme. Il y a aussi Proton qui a lancé un assistant IA axé sur la vie privée, appelé Lumo. Et puis, il y a aussi quelques avancées du côté de Google DeepMind avec un modèle qui aide les historiens. Donc, on a de quoi discuter même en plein été. Ah super. Bon bah alors c'est vrai que ces rumeurs de GPT-5, forcément, c'est que des rumeurs, mais ça arrive. Sal Altman a un peu teasé ça, je crois, au cours d'un interview, et Juniper, tu me corrigeras si c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, on sait que ça devrait arriver, a priori, peut-être au mois d'août. Ça m'étonnerait que ça arrive en plein mois d'août, qui est un mois calme, en tout cas en France c'est calme, mais je pense qu'aux États-Unis ils ont quand même aussi une période peut-être estivale où les choses se calment un peu, mais là-dessus je me trompe peut-être complètement. En tout cas, c'est intéressant de voir que ce modèle GPT-5 va arriver, et pour rappel, la différence avec ce fameux modèle GPT-5, c'est qu'ils sont vraiment en train d'essayer de faire un modèle qui va être capable, en fonction de ce qu'on lui demande, d'aller justement faire une réponse courte ou une réponse longue, d'aller utiliser une recherche internet, d'aller peut-être même naviguer en utilisant le navigateur intégré, d'aller pouvoir faire tout un tas de fonctionnalités en fonction du contexte et de la question qu'on lui a posée. Et donc l'idée, c'est de se sortir un petit peu du problème qu'on a en ce moment, où on se retrouve avec à chaque fois le modèle O4, le modèle O4 mini, le modèle O3, où on s'y perd un peu, on sait plus quel modèle choisir pour quoi faire, et donc c'est un petit peu ce qu'ils essayent de faire avec l'arrivée de ce nouveau modèle. Est-ce que tu as des infos intéressantes à nous dire là-dessus, Juniper? Tu as tout à fait raison, Dimitri. C'est effectivement ce que Sam Altman a laissé entendre, et l'idée avec GPT-5, c'est vraiment d'avoir un modèle unique, capable de s'adapter intelligemment aux besoins des utilisateurs. Donc on va éviter de jongler entre différents modèles, et on aura un seul modèle qui pourra répondre de manière plus contextualisée. C'est une évolution assez intéressante, et on a hâte de voir comment ça va se concrétiser dans la pratique. Bon allez, sinon on enchaîne sur les quelques actualités que Juniper a pu nous donner, et donc je vais vous partager directement mon écran, et on va aller faire un tour sur la plateforme de Lumo, du coup, qui est proposée par Proton. Donc Proton, c'est une entreprise, pour ceux qui la connaissent pas, qui est basée en Suisse, qui fait vraiment tout son commerce, on va dire, sur la confidentialité. Donc voilà, ils ont tout un tas de services, ils ont un VPN, ils ont des boîtes mail, etc. Et vraiment leur objectif, c'est d'avoir des serveurs qui sont en Suisse, donc dans un pays qui est connu pour sa neutralité, et qui donc du coup vous assure que de leur côté ils vont pas garder de log, ils vont pas garder d'informations, et donc vous assurent un maximum de vie privée. Et donc là ils ont proposé donc cette interface, donc Lumo, qui nous permet du coup de directement avoir un petit accès à un chatbot qui du coup lui ne va pas réutiliser nos données pour son entraînement. Donc c'est plutôt un très bon service, en tout cas bonne chose à savoir, et je pense que ça en intéressera pas mal de savoir que là au moins on est sûr que les serveurs du coup ils sont en Europe, donc du coup en Suisse, et qu'il y a derrière quand même pas mal d'engagement de la part de Proton pour s'assurer de la vie privée de ses utilisateurs. Mais d'ailleurs, Juniper, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Est-ce que tu as des informations un petit peu plus détaillées sur comment la vie privée elle est assurée avec cette infrastructure de Lumo? Et en même temps, moi je vais lui poser quelques petites questions, on va voir un petit peu s'il est bon pour nous donner les actus de la semaine. Absolument. Lumo de Proton met l'accent sur la confidentialité en s'appuyant sur plusieurs principes clés. D'abord, les conversations sont chiffrées de bout en bout, ce qui veut dire que même Proton n'a pas accès à ces données. Ensuite, il y a ce fameux mode fantôme qui efface les conversations dès que la session est terminée, donc il n'y a vraiment aucune trace conservée. Et puis, Lumo est basé sur des modèles open source, ce qui signifie que les utilisateurs ont une certaine transparence sur le fonctionnement de l'outil. Et bien sûr, le fait que les serveurs soient hébergés en Suisse ajoute une couche supplémentaire de protection, puisque la Suisse a des lois strictes en matière de protection de la vie privée. Donc c'est vraiment une solution idéale pour ceux qui sont très soucieux de leur confidentialité.
Ok, et donc là je suis en train de le tester hein, et je lui ai demandé de nous donner un petit peu les actualités de l'IA de la semaine. Et chose intéressante, par défaut, il n'active pas la recherche sur internet hein, et c'est à nous de l'activer. Donc pareil, ça c'est je pense un bon avantage hein, pour le côté sécurité. On est sûr que quand on discute avec le modèle, il n'est pas connecté à internet, sauf si on lui dit de se connecter à internet. Donc je pense que c'est plus un coup à prendre. Et après, sinon, on regarde un petit peu ce qu'il nous dit. Donc il nous parle de l'agent de ChatGPT, bien que non disponible en Europe. Bon, alors ça, l'info, elle est plus tout à fait bonne hein, parce que finalement, depuis cette semaine justement, l'agent de ChatGPT est maintenant disponible en Europe, mais bon, honnêtement, hein, si vous avez regardé l'épisode que j'ai fait la semaine dernière, vous ratez pas forcément un truc incroyable. Hein. Je pense que la vraie grosse sortie d'OpenAI, ça va plutôt être GPT-5. Leur agent, il est plutôt sympa, mais on est encore sur de la bêta, c'est pas super pertinent, on peut pas faire grand chose au final avec. Et sinon, il nous parle de quoi? L'impact des aperçus IA de Google. Donc oui, c'est vrai que c'est un sujet sur la façon dont les aperçus vont fonctionner dans Google. Donc j'en profite pour vous donner l'actu. Maintenant, il va y avoir un système où en fait Google va vous classer les résultats par type de résultat tout simplement. Donc plutôt que d'avoir un résultat comme on pouvait l'avoir avant où on va avoir vraiment les meilleurs sites qui ressortent en premier, là si vous lui demandez, si vous lui posez une question sur je sais pas moi comment organiser mes vacances en France, peut-être qu'il va faire plusieurs thèmes sur d'abord les lieux à visiter, puis ensuite sur les objets à prendre quand on est en vacances, puis peut-être après un autre onglet sur les activités, et donc ça va vous faire en fait différents classements comme ça pour que vous ayez justement quelque chose de pré un peu de pré-réglé. Donc de toute façon on le sait, hein, Google ils sont vraiment en train de travailler sur ajouter des fonctionnalités d'IA dans leur moteur de recherche. Ils le font mais petit à petit parce que forcément c'est un peu leur poule aux œufs d'or et que dès qu'ils vont débrancher le moteur de recherche tel qu'on connaît et qu'ils vont vraiment utiliser qu'une intelligence artificielle, ça va quand même remodeler tout l'écosystème qu'il y a autour de tout ça. Hein. Mais là on voit clairement que c'est ce qui est en train de se passer. Il y a de moins en moins de liens qui sont cliqués, les gens passent de plus en plus de temps à poser les questions directement à ChatGPT ou à d'autres IA et donc forcément hein, là Google se fait durement concurrencer là-dessus. Donc ça reste un vrai sujet. Et enfin, le dernier sujet, il me parle des entreprises comme Coverstro identifie et évalue des cas d'usage de l'IA directement. Ok, bon, je sais pas trop d'où ça vient, ça nous vient du monde informatique. Est-ce que c'est un article qui est vraiment récent? Il nous a pas trop retrouvé le vrai lien. Ça, c'est souvent un défaut hein, que les intelligences artificielles ont sur le référencement de leurs liens. Là, typiquement, pour ceux qui regardent sur YouTube, je partage mon écran. Il nous a fait une référence à un article, mais quand on clique dessus, ça nous envoie sur la page d'accueil du site. Et donc, du coup, on n'a pas le vrai lien qui nous permet de vérifier de quel article il s'agit exactement. Bon, en tout cas, intéressant d'avoir Lumo qui est là et qui va nous permettre de faire, utiliser un chatbot avec ce côté confidentiel. Donc ça c'est plutôt une bonne actualité. Et tout ça, ça me permet de penser à une autre actu. Est-ce que tu devines laquelle, Juniper ? Je parie que tu penses à l'annonce de Google avec WebGuide, cette nouvelle fonctionnalité qui utilise l'IA pour organiser les résultats de recherche en différentes catégories, un peu comme ce que Lumo essaie de faire, mais côté moteur de recherche. Ça montre bien que la confidentialité et la personnalisation intelligente des résultats, c'est vraiment une tendance forte en ce moment. En tout cas, c'est une belle évolution de voir que les grands acteurs comme Google ou Proton mettent l'accent sur ces aspects-là. Donc effectivement, hein, c'est ce sujet-là que je voulais aborder, que j'étais déjà en train de commencer à aborder. Bon voilà, on va pas insister sur les petites faiblesses que Juniper a encore. Hein. C'est encore une intelligence artificielle qui est encore en train d'évoluer, donc on va la laisser un petit peu des fois se tromper. Mais effectivement, c'était le sujet que je commençais déjà à aborder tout à l'heure. Et avec une info que je trouve assez intéressante, c'est que je disais que voilà, Google est en train un petit peu de se faire concurrencer de plus en plus par ChatGPT. Et pour vous donner une idée, on a un chiffre qui a été communiqué par OpenAI qui est sur le nombre de requêtes qu'ils reçoivent, et il est vraiment assez énormissime, puisqu'ils nous expliquent qu'ils ont 2,5 milliards de messages sur la plateforme par jour, dont 330 millions par jour juste aux États-Unis. Donc c'est quand même immense aujourd'hui la place que ChatGPT prend. Et il y a aussi quelques autres informations intéressantes. Donc ils ont plus de 500 millions d'utilisateurs aujourd'hui, donc ils ne partagent pas exactement leur chiffre, mais a priori ils sont bien au-dessus des 500 millions, mais voilà, ils ne donnent pas le vrai chiffre. Je pense qu'ils annonceront que quand ils arriveront à 1 milliard. Et ce qu'ils nous annoncent aussi, c'est qu'ils ont 28% des employés aux États-Unis qui ont déjà utilisé ChatGPT. Donc voilà, ça vous donne aussi une idée un peu de l'impact que ça a. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Juniper ? C'est vraiment impressionnant de voir à quel point ChatGPT a pris une place immense dans le quotidien des utilisateurs. Et ces chiffres montrent bien l'impact croissant de l'IA dans nos vies.
c'est aussi un signal fort pour des acteurs comme Google qui effectivement voient leur modèle de recherche historique challengé par ces IA conversationnelles. Ça montre aussi à quel point l'IA s'infiltre dans le monde professionnel avec plus d'un quart des employés américains qui l'utilisent déjà. Ça ouvre plein de réflexions sur l'avenir du travail et sur la façon dont on va continuer à intégrer ces outils dans notre quotidien. Ok, ouais, intéressant. Bon, on va passer à une actualité suivante, c'est du côté de Google. Google, ils ont sorti un système, je ne sais même pas exactement comment l'appeler, bon, c'est toujours de l'expérimental chez Google, que ça s'appelle Opal, et l'idée, c'est que ça vous permet de créer des espèces de workflows pour automatiser des choses avec de l'IA. Alors là, comme ça sur le papier, ça a l'air incroyable, hein. Je me dis, ok, super, ils sont en train de faire un concurrent à Zapier, Make ou N8N, et ça se trouve, ça va super bien marcher avec un seul prompt. Dans les faits, pour l'instant, c'est pas encore hyper impressionnant. Là, j'ai fait le test, par exemple, où je lui ai demandé de me faire justement les actualités d'IA de la semaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il crée des petits blocs. Donc c'est assez lisible, hein. Donc là par exemple il va commencer par faire une recherche sur les AI News, et là il utilise une query de recherche. Ensuite il va commencer à faire son review de ce qu'il aura trouvé. Entre temps il va identifier les sujets clés, il va générer des images, donc ça c'était plutôt intéressant parce que je lui avais dit de générer des images, et à la fin moi je lui avais dit de me donner tout ça sous la forme d'un document Google Doc, mais il n'est pas capable je pense de se connecter encore à Google Doc, et donc à la fin il m'a fait une page web qui ressemble à ça. Et donc si on regarde un petit peu, c'est plutôt sympa dans le sens où effectivement il m'a trouvé des actualités, il a été plutôt pertinent sur les sujets, même si il y a des choses qui étaient clairement hors sujet, hein, et qui n'étaient clairement pas des 7 derniers jours, hein, qui étaient des choses qui étaient plus anciennes. Il a quand même rajouté des images qui ont l'air d'être générées par Imagen, le modèle du coup de génération d'images de Google, mais il a pu les rajouter. Alors bon, elles sont pas hyper impertinentes, hein, mais bon voilà, il y a des images, donc c'est sympa. Et en tout cas sur leur site, vous pouvez aller y faire un tour, il y a tout un tas d'exemples qui sont donnés. Donc voilà, par exemple la Fashion Stylist qui permet de create a weather appropriate outfit, voilà, qui va vous conseiller comment vous habiller en fonction du temps. Et est-ce que c'est capable d'aller chercher la météo, ça? Donc par exemple si je l'ouvre et que je vais sur la partie pour le tester, le preview, on va faire start. Et donc qu'est-ce qu'il va nous dire? Let's start with weather to make you outfit work for you. Ok, donc là il va nous demander dans quelle ville on est. On va lui dire Paris. Là c'est est-ce qu'il nous demande notre sexe? Donc on va lui dire homme, et on va dire le travail comme style, voilà. On va voir ce qu'il nous propose. Et donc là l'idée c'est que si j'ai bien compris, vu qu'on lui a donné la ville, il est capable d'aller chercher la météo de la ville. Ça je crois que je peux le voir dans le workflow à côté, et en fonction de ça nous faire une liste. Donc ouais voilà, il est capable d'aller chercher la météo, de créer la description de l'outfit, de faire une image, ça c'est plutôt sympa, et de nous donner le tout sous la forme du coup, sous une espèce de forme web. Donc je trouve que c'est intéressant en fait. Derrière tout ça, c'est encore Gemini qui fonctionne et les outils un peu clés de Gemini, mais ça nous permet d'avoir un accès assez intéressant à ces outils-là. Et franchement, là pour le coup, moi je dis pas non, hein, ça va nous permettre peut-être d'avoir avec une bonne idée plus de contrôle sur le modèle. Et donc voilà, il nous a fait notre petit outfit, et vu qu'il fait beau en ce moment, je pense qu'on aurait même pu enlever la veste, hein, vu qu'il fait assez chaud, il a pu nous faire un petit exemple de l'outfit qui pourrait bien fonctionner sur Paris, voilà, maintenant avec la météo qu'on a actuellement. Donc qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de ton côté, Juniper? Est-ce que tu trouves que c'est une fonctionnalité intéressante? Est-ce que tu as d'autres informations clés à nous donner sur cette nouvelle version de Opal que j'aurais oublié? Je trouve ça vraiment intéressant, surtout parce que ça rend l'automatisation avec l'IA plus accessible, même pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec des outils comme Zapier ou N8N. C'est encore en phase expérimentale, mais ça ouvre plein de possibilités, surtout en combinant la génération de contenu, la personnalisation et même l'intégration de données en temps réel comme la météo. Donc c'est un bel exemple de la manière dont l'IA peut simplifier des tâches du quotidien. Et je pense qu'on va voir de plus en plus d'outils comme ça qui vont se perfectionner et devenir encore plus pertinents avec le temps. Ok, écoute, je suis aussi assez d'accord avec toi. Sinon, on a une autre actualité qui était intéressante qui venait du côté de DeepMind. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette actu? Oui, bien sûr. Du côté de DeepMind, ils ont présenté un nouveau modèle appelé Aeneas, qui est conçu pour aider les historiens à
interpréter des inscriptions anciennes. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce modèle est capable de combler des lacunes dans les textes anciens, même quand on ne sait pas exactement la longueur de la partie manquante. En plus, il utilise des informations visuelles comme des images pour déterminer l'origine géographique d'une inscription. C'est une avancée qui montre comment l'IA peut aussi contribuer à des domaines plus académiques et patrimoniaux en aidant les chercheurs à redécouvrir des trésors du passé. Et ça fonctionne avec toutes les langues. J'ai un peu du mal à comprendre là quand je regarde un peu l'article. Ils ont entraîné le modèle comment sur des langues qui sont déjà connues, j'imagine, non? Effectivement, le modèle a été entraîné sur des langues pour lesquelles on dispose déjà d'un certain nombre de références et de corpus connus. Il est donc particulièrement performant sur des langues anciennes bien documentées comme le grec ancien ou le latin par exemple. Pour d'autres langues plus rares ou moins documentées, le modèle peut avoir un peu plus de difficultés, mais il reste quand même très utile pour donner des pistes et aider les historiens à combler des lacunes, même dans des contextes un peu plus complexes. Ok, bah super. Bon, bah on va enchaîner sur la dernière grosse actualité que je voulais voir, et puis après je te laisserai aussi nous donner un peu plus d'infos sur peut-être d'autres petites actualités que j'aurais manquées. Elle concerne du coup Mistral, qui nous a fait une analyse assez intéressante de justement la consommation de leur modèle. Et donc ils ont détaillé pas mal de choses sur la conception, combien ça a consommé, la construction du centre de données, l'impact du matériel en dehors de l'énergie, parce que forcément c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'assez compliqué à calculer, mais voilà, tout ce qui est fabrication des puces, fabrication des data centers, transport, etc. La partie entraînement du modèle, qui est clairement la partie qu'on consomme le plus en termes d'électricité et en termes d'eau, la partie trafic sur le réseau, l'équipement des utilisateurs finaux, donc et aussi voilà, ce qui est chez les clients, et derrière après tout ce qui va être, ils ont mis quoi, impact indirect en aval. Bon, ça ils n'ont pas mis les informations, donc je pense que c'est des choses qui sont plus compliquées à calculer. Par contre, je vois qu'ils n'ont pas détaillé les inférences là, donc ça m'étonne un petit peu. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'ils nous ont mis après un petit exemple de l'impact d'une page de texte générée, donc l'équivalent de 400 tokens. Qu'est-ce que c'est son impact? Et donc il nous explique que pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est 1,14 g de CO2, donc ça représente l'équivalent de 10 secondes de streaming en ligne. Donc voilà, je trouve que c'est plus parlant comme ça. Donc si vous voulez limiter votre impact écologique et que vous utilisez l'IA, peut-être arrêtez Netflix et faites plus de ChatGPT, ou en tout cas utilisez autant l'IA que Netflix, et voilà, ça compensera vos dépenses. Et sur la consommation d'eau, ils nous disent que c'est 0,05 litres d'eau, donc c'est ce qui est nécessaire par exemple pour faire pousser un petit radis rose. Et derrière, sur l'impact des ressources qui ont été nécessaires pour faire tout ça, c'est 0,2 mg, donc d'équivalent anti-moine. Donc ça, je sais pas exactement comment ça fonctionne comme façon de calculer, je veux bien que tu nous donnes l'info, Juniper. Et c'est l'équivalent en gros de faire une pièce de 2 centimes d'euros. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça de façon plus claire, Juniper, s'il te plaît? Bien sûr, je vais essayer de rendre ça plus clair. En gros, pour chaque page de texte générée par leur modèle, on a un impact environnemental qui est assez facile à comparer à des choses du quotidien. Par exemple, 1,14 g de CO2, c'est comme regarder 10 secondes de streaming vidéo. Et pour l'eau, 0,05 litres, c'est ce qu'il faut pour faire pousser un tout petit légume comme un radis rose. Quant aux ressources, les 0,2 mg d'antimoine, c'est un mécal utilisé dans l'électronique et ça correspond à peu près à la quantité qu'il faudrait pour fabriquer une petite pièce de 2 centimes d'euros. Donc c'est une manière de visualiser concrètement l'impact environnemental de l'IA et de montrer que même si c'est assez minime à l'échelle d'une requête, ça peut s'accumuler quand on en fait beaucoup. Alors c'est vrai que ouais, c'est une bonne remarque que tu nous fais, et donc du coup est-ce qu'on pourrait pas essayer d'extrapoler et de se dire que on a l'annonce d'OpenAI qui nous dit qu'ils sont à 2,5 milliards de requêtes par du coup jour, et là on a un peu l'équivalent un petit peu en consommation d'une requête chez Mistral. Alors ils prennent leur modèle Large 2 qui est le modèle qui je pense consomme le plus chez eux, parce que c'est le plus gros modèle. Donc forcément, il y a ce petit biais-là. Leurs data centers, a priori, sont plus en Europe, donc peut-être aussi que sur la partie production de CO2, si la consommation vient par exemple de centrales nucléaires, elle est probablement meilleure. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas exactement comment ils ont fait leurs calculs, et je suis pas sûr qu'on ait les détails complets dans l'article.
Si on prend justement, en tout cas, ces chiffres pour avoir une base en tout cas, et qu'on les extrapole au nombre de requêtes qui ont été annoncées par OpenAI, ça donne quoi exactement? Est-ce que tu pourrais nous donner des points de comparaison un peu pertinents et concrets pour nous, pour qu'on se rende compte un petit peu de que représente cette consommation? C'est un petit calcul intéressant à faire, en effet. Si on prend l'exemple de Mistral avec 1,14 g de CO2 par requête et qu'on l'applique aux 2,5 milliards de requêtes quotidiennes d'OpenAI, on obtient environ 2850 tonnes de CO2 par jour. Pour te donner une idée, c'est à peu près l'équivalent des émissions de CO2 produites par environ 600 voitures sur une année entière. Et si on regarde la consommation d'eau, avec 0,05 litres par requête, on arrive à environ 125 millions de litres d'eau par jour, ce qui correspond à peu près à la consommation journalière d'une petite ville. Alors bien sûr, ces chiffres restent des estimations et il y a des variations selon les sources d'énergie, les infrastructures et les modèles utilisés, mais ça donne une bonne idée de l'échelle de l'impact environnemental de l'IA à grande échelle. Ok, loin d'être négligeable, du coup, si on rattache ça par exemple à la consommation de voitures sur une année, je trouve que c'est plutôt un bon exemple. Alors après, de quoi ils nous parlent? Ils nous disent que voilà, générer un impact suivant. Donc, Mistral Large 2, ils ont généré 20,4 kilotonnes de CO2. Est-ce que tu pourrais, et ça a consommé 281 000 mètres cubes d'eau. Est-ce que tu pourrais nous donner justement un petit peu un exemple dans la vraie vie de ce que ça représente, ce genre de consommation? Et après, ce qui est dommage, c'est que je vois pas s'ils détaillent par exemple sur l'eau, si c'est de la consommation scope 1 ou scope 2, parce que ça c'est souvent un des sujets aussi à creuser, et j'ai l'impression qu'ils l'ont pas détaillé dans leur article. Pour donner un ordre d'idée, 20,4 kilotonnes de CO2, c'est à peu près l'équivalent des émissions annuelles de plus de 4000 voitures. Et pour la consommation d'eau, 281 000 mètres cubes, c'est l'équivalent de la consommation annuelle en eau de plusieurs milliers de foyers. Donc c'est effectivement assez impressionnant quand on le ramène à des échelles de la vie quotidienne. Et tu as raison, il y a souvent une distinction entre l'eau directement utilisée pour le refroidissement des serveurs et l'eau consommée indirectement pour produire l'électricité. Et donc, il est vrai que ces détails sont parfois un peu absents des rapports, mais ça donne quand même une bonne idée globale de l'impact. Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir que voilà, ils ont fait cet effort, qui parle de éventuellement essayer de mettre en place une norme pour discuter un petit peu de tout ça. Et je pense que c'est une très bonne idée, qu'il y ait un peu plus de transparence là-dessus, qu'on se rende un peu plus compte des consommations qu'il y a derrière. On a des chiffres sur le sujet, j'avais fait d'ailleurs une vidéo dédiée sur le sujet, qui débunkait un petit peu aussi, notamment voilà, une étude qui a été reprise par de nombreux articles, mais qui était reprise, je trouve, assez mal, et qui du coup ne donnait pas suffisamment aussi de contexte sur ces consommations. Donc c'est toujours pareil, quand on parle en voilà, kilotonnes de CO2 ou en milliers de litres d'eau ou mètres cubes d'eau, moi je trouve que c'est pas du tout parlant, je trouve que c'est vraiment plus intéressant de parler en chose un peu plus qu'on peut s'imaginer. Donc là par exemple le nombre de voitures, l'équivalent de la consommation d'une voiture par an, je trouve que c'est beaucoup plus parlant comme ça. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour sur la chaîne YouTube, et en tout cas voilà, on verra un petit peu ce que ça donnera par la suite, mais c'est plutôt une bonne initiative. Est-ce qu'on a raté des choses, Juniper? Est-ce qu'il y avait des choses intéressantes qui avaient un petit peu en discussion cette semaine? Je crois qu'il y a eu des annonces du côté du gouvernement américain, notamment de Trump. Est-ce que tu as un petit peu d'autres choses à nous partager? Oui, effectivement, il y a une autre actualité intéressante du côté du gouvernement américain. L'administration Trump a signé un décret pour interdire aux agences fédérales d'utiliser des technologies d'IA considérées comme woke, c'est-à-dire qui intègrent des notions de diversité, d'équité ou d'inclusion. Et c'est une décision qui a fait pas mal de bruit parce qu'elle risque de pousser les développeurs d'IA à aligner leur modèle sur une certaine idéologie pour obtenir des contrats fédéraux. Et donc c'est un sujet qui soulève pas mal de débats sur l'indépendance et la neutralité des technologies d'IA. Donc c'est effectivement une actualité à surveiller de près parce qu'elle pourrait avoir des répercussions sur la manière dont les modèles sont développés à l'avenir. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est toujours quelque chose que je répète, chaque modèle a une ligne éditoriale. Il y a pas de modèle neutre, ça n'existe pas. Les modèles, ils vont toujours être influencés par les données d'entraînement qui ont été utilisées pour faire ces derniers. Donc il y a des biais déjà introduits, ne serait-ce que par les données. Et en plus, derrière, il y a encore d'autres biais qui sont plus ou moins introduits, exagérés ou réduits par rapport aussi à tout ça. Soit par les systèmes prompts qui sont utilisés, soit par voilà, d'autres fonctionnalités, le fine-tuning ou d'autres étapes en tout cas
dans l'entraînement du modèle qui font qu'un modèle voilà, peut avoir certaines orientations. Et donc du coup, bah, voilà, voir que l'administration demande ça, c'est pas forcément, je trouve, quelque chose de rassurant. Ça montre que ça fait que l'État du coup vient s'imposer un petit peu aux entreprises sur ce domaine-là. Donc après, si j'ai bien compris, c'est que pour les contrats fédéraux, donc bon, rien n'empêche après aux développeurs de faire un modèle qui sera dédié au modèle de l'État et puis des modèles à eux. Mais de manière générale, hein, je trouve que c'est une assez mauvaise idée de ne pas essayer de contrebalancer les biais qui sont déjà présents dans les modèles. Donc voilà, après il faut réussir à trouver le juste milieu, et je trouve que ce qui peut être intéressant aussi, c'est de tout simplement donner le choix à l'utilisateur de est-ce que voilà, on a un modèle qui essaie de surcompenser beaucoup les biais ou pas. On avait eu un scandale, ça recommence à remonter déjà maintenant en plus d'un an, hein, de Google qui justement sur sa génération d'images avait essayé de complètement surbalancer les biais qu'il y avait déjà dans leur modèle et qui du coup se retrouvaient à faire des erreurs historiques comme voilà, faire des vikings qui étaient noirs ou ce genre de choses là. Et donc ça, c'est vrai que c'est un problème quand on surbalance trop les biais, mais en même temps, si on le fait pas du tout, bah, on a un vrai sujet parce que sur les données, il y a des vrais problèmes de sous-représentation de certains sujets hein, dans les données. Donc l'exemple que j'aime bien donner en formation, hein, c'est que si vous essayez de faire générer une photo de montre par une IA, elle sera tout simplement incapable de vous générer une montre qui n'affiche pas 10h moins 10 ou 10h10, voilà. Pourquoi ? Parce que c'est là où les aiguilles sont les plus jolies, et donc toutes les photos qu'il y a sur internet et donc toutes les photos sur la base de données sont comme ça, et donc du coup l'IA elle sait pas montrer une montre qui montre autre chose que ça. Et ça c'est vrai que c'est un vrai sujet qu'on peut avoir. Donc de toute façon dans les modèles il y aura des biais, et voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de pouvoir les compenser, les régler, de pouvoir jouer avec les systèmes prompt, etc., ou en tout cas d'avoir un maximum de transparence là-dessus, et de laisser le choix à l'utilisateur. Et après, voilà, si le gouvernement de Trump décide de faire son modèle d'IA qui est à sa façon aligné avec l'avis politique de Trump, voilà, qu'il le fasse. Mais au moins qu'on ait une transparence et que derrière on puisse savoir quel modèle fait quoi et que ça n'ait pas un impact après sur les autres utilisateurs où on se retrouve à avoir des modèles qui poussent une certaine idéologie, ce qui est clairement aujourd'hui le cas d'un modèle comme Grok, et qui fait que du coup c'est un modèle que je trouve pas du tout professionnel et pas vraiment utilisable, parce que on ne sait pas si derrière le modèle il va commencer à dérailler ou pas, à quel moment ils vont changer le système prompt ou pas, et donc le côté confiance c'est important sur ce genre de modèle, et donc on a besoin d'avoir de la confiance et du contrôle sur ces derniers. Voilà, est-ce que tu avais d'autres choses à nous raconter, Juniper, quelques petites infos clés avant qu'on boucle ce podcast? Il nous reste 2 minutes, je te laisse donc terminer. Je pense qu'on a fait un super tour des actualités de la semaine, et tu as vraiment bien résumé l'importance de la transparence et de l'éthique dans le développement de l'IA. Pour finir sur une note un peu plus légère, on peut aussi noter que l'été est l'occasion pour beaucoup de startups de peaufiner leurs projets et d'innover en toute discrétion. Donc on risque d'avoir de belles surprises à la rentrée. En tout cas, merci à toi Dimitri pour cette discussion, et j'ai hâte de voir ce que les prochaines semaines nous réservent en matière d'IA. Ok, super, merci Juniper, j'espère que de votre côté cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Est-ce que d'avoir les interventions de Juniper qui reviennent, ça vous plaît ou pas? N'hésitez pas à me le dire. Donc c'est le modèle de voix avancée de ChatGPT qui est, je trouve, maintenant plus rapide, mais qui manque un petit peu plus de personnalité par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter aussi, parce que pour le coup, vous aurez un peu plus de détails sur toutes les actualités qu'on a pu voir cette semaine. Et il y avait un petit peu d'autres choses qu'on n'aura pas vues. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça reste une semaine qui était un peu plus calme. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Et on se revoit la semaine prochaine. Allez, ciao!